Voilà. Mais on est victime des politiques qui ont été prises jusqu'à aujourd'hui, si je puis dire. Et nos politiques, c'est qui les a élus? C'est quand même bien les consommateurs. Hein. À l'époque, oui, non, mais on était quand même minorité. Il faut quand même bien dire que c'est quand même été les consommateurs qui ont voulu cette politique-là. Qui c'est qui a voulu la spécialisation des régions? Monsieur Fumier, vous devez, probablement plus âgé que moi, vous devez vous rappeler, c'était pas Monsieur Pisani qui a voulu spécialiser les régions? Les accords mondiaux du commerce, ça date de quand? Après, il y a d'ailleurs M. Nicole qui est là, je vous le dis, il travaille au Conseil Général. Qui c'est qui finançait les remembrements? Aujourd'hui, on nous fait replanter les haies, on nous a donné des subventions pour racheter les haies. Aujourd'hui, on nous fait replanter les haies. Il faudrait peut-être qu'on ait une politique qui soit suivie un jour ou l'autre. Là, j'ai une France agricole là, qui est récente. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que. Excusez-moi. J'ai plus source chambre d'agriculture. On a quand même augmenté nos importations de 96% entre l'an 2000 et 2018. En exportation, on est passé du 2e rang au 5e rang mondial en 10 ans. Hein. Donc les consommateurs veulent mieux en mieux manger, hein, mais le problème c'est que plus ça va, je me rends compte que plus on importe de la merde qui vient d'ailleurs. C'est que tout ce qui est interdit à la production chez nous, on l'importe. Tout à l'heure vous parliez du soja OGM transgénique bourré de glyphosate. C'est le blé dur hein, qu'on importe du Canada. Je vous en passe. Hein. Aujourd'hui, un fruit et légumes sur 2 est importé. Hein. Comme disait Coluche, nos hommes politiques qui seraient au Sahara, je crois qu'ils importeraient encore du sable. Hein. Non, mais je ne sais pas où c'est qu'on veut aller, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Oui, alors moi, pour l'instant, je m'interdis de les étrangler, hein, nos politiques. Mais effectivement, je partage un peu ce que vous dites. Alors, Edgar Pisani, effectivement, hein, ça a été le premier à jouer les remembrements, l'agrandissement des fermes, la spécialisation, hein, effectivement. Il a écrit un petit livre à la fin qui s'appelle « Le vieil homme et la terre », dans lequel, effectivement, il reconnaît ses erreurs. Et j'en connais pas beaucoup. Au moins, à Edgar Pisani, je reconnais le fait que, notamment quand nous sommes devenus excédentaires, parce que dans la politique, on va parler, c'est les périodes de De Gaulle, hein, effectivement, moi je me souviens très bien, hein, j'ai des cheveux blancs. Mais à cette époque-là, on disait, ben, on est encore déficitaire, il nous faut retrouver notre suffisance alimentaire pour des produits stratégiques qui étaient les céréales, le sucre, le lait, accessoirement la viande. Et on avait une politique des prix, c'était l'Europe des 6, 8, 15, et c'était une politique des prix rémunérateurs pour ces produits-là que l'on considérait comme stratégiques. Et à l'époque, on avait considéré, l'époque Edgar Pisani, que les protéines végétales, ben, c'était quand même secondaire dans notre alimentation, et donc on n'a pas mis de droits de douane, et les prix n'étaient pas élevés. Et c'est vrai que de cette époque-là, ce que l'on peut retenir, c'est que quand même une politique des prix, donc de rapport de prix, rémunérateur, parce qu'on met des droits de douane à l'importation de céréales nord-américaines, le blé va être vendu plus cher, rémunérateur, parce qu'on met des droits de douane à l'importation de modes de beurre de Nouvelle-Zélande, hein, je parle de l'immédiat post-après-guerre, bah, du coup le lait va pouvoir rendre plus cher, et on ne l'a pas fait pour les protéagineux, du coup ça a été incitatif à faire les produits pour lesquels il y avait des protections aux frontières, et dissuasif de faire ceux qui n'étaient pas protégés. Résultat, on est devenu déficitaire dans les protéagineux. C'est de telle redoutable efficacité, cette politique, quand même, c'est que nous sommes vite devenus excédentaires. Mais à l'époque, on était 6, 8, 15 en Europe, et on exportait vers les pays européens solvables. Et la très grande erreur, elle est un peu plus tardive, c'était déjà plus Edgar Pisani, on est dans les années 90, notamment quand on a signé les accords de Blair House, hein, 92, hein, ça c'est clair. Alors la très grande erreur, c'est qu'une fois qu'on est venu excédentaire, dans un premier temps, on avait voulu maintenir des prix élevés en subventionnant les exportations. Du coup, non seulement on avait gagné en productivité, on produisait moins cher, mais on subventionnait les exportateurs pour que nos poulets bas de gamme soient encore vendus moins cher. Et là, évidemment, on a ruiné les basses-cours dans un grand nombre de pays du Sud. Ça a été une catastrophe. On a mis des quotas sur le sucre assez tôt, beaucoup plus tardivement sur le lait, mais on a quand même exporté des modes de beurre vers l'Union soviétique, qui était, paraît-il, l'ennemi à l'époque, moi je me souviens. Enfin là, on a commis d'énormes erreurs. Et quand ça s'est ouvert sur les échanges marchands, comme il a fallu dire aux agriculteurs, vous allez vous aligner sur les prix internationaux, on va vous donner des aides, du coup c'est là qu'est arrivée l'idée que vous êtes des mendiants et que vous devriez vivre d'aides, des aides compensatoires à la baisse des revenus. Et c'est vrai que ceux qui faisaient plus de céréales ont eu des subventions en proportion des hectares, c'était couplé dans un premier temps, ça a été découplé ultérieurement. Alors là, c'est la Bérésina. Là, je ne vous cache pas, la Bérésina. Alors il est clair que ces politiques
c'est bien les électeurs, tous confondus, tous métiers confondus. Et c'est vrai que moi, cette politique, j'ai rarement partagée. Il m'est arrivé, moi, d'écrire contre, d'écrire des tribunes contre. Et ça pèse très peu. Et par contre, je pense qu'il est arrivé que des agriculteurs, alors c'est souvent pour sauver leur coopérative, ça c'est quand même vrai, parfois ont voté des choses contre leurs intérêts. Bon, je vous donne un exemple. Le sucre, Saint-Quentin, Téréos. Il y a encore quelques années, je faisais une conférence, donc, à l'invitation que vous avez Bertrand, hein, sur le sucre à Saint-Quentin. Et je leur disais, vous savez, sans avenir, la betterave, plante en C3, moins efficace pour la photosynthèse qu'une canne à sucre. Plante en C4, ça va peut-être dire, il y aurait des explications à donner encore, j'en conviens, mais disons moins efficace pour la photosynthèse. Dans une petite ferme de 300 hectares, votre betterave sous les nuages, en Picardie, comment peut-elle être compétitive avec une canne à sucre sur le soleil, plante en C4, dans une ferme de 40 000 hectares? Et elle l'avait visitée. C'est d'ailleurs une exploitation française, Louis Dreyfus Commodities. Mais celle d'à côté, c'était Téréos, Société Anonyme. Téréos International, Société Anonyme. 40 000 hectares. Alors je dis ça, et à l'époque, pourtant je disais betteravier, déjà on voyait bien qu'avec la fermeture des quotas sucriers, on avait bien peur. Mais à l'époque, je plaisante pas, hein. Le directeur de Téréos, j'avais bien vu qu'il était délégué, me dit, Monsieur Dufumier, vous semblez sous-estimer notre taux de saccharose. Vous semblez sous-estimer nos rendements de betterave. Et il me donne celui d'année exceptionnelle. Alors je lui dis, non mais prenez les chiffres moyens. C'est quand même l'honnêteté. La vérité, c'est quand même de dire la vérité. Donc c'est les chiffres moyens. Et en plus, je dis, mais de toute façon, il me semble que vous faites la même analyse que moi. Parce que j'ai visité une exploitation de 40 000 hectares, c'était le Dreyfus Commodities, mais celle d'à côté, c'était Téréos, Société Anonyme, et que je sache, c'est bien le capital des betteraviers qui est investi chez le concurrent. Alors, les paysans, les agriculteurs conseillent, comment ça, monsieur le directeur? Mon capital, il est investi chez le concurrent. Et évidemment, le directeur dit, mais vous l'avez voté à l'Assemblée Générale. Sodial récupère la tour de déstillation de Carhaix. Je vais vous dire, le nombre de fois où les agriculteurs, en leur sein, je pense, ont été parfois quand même mal conseillés. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une attaque contre quiconque, mais moi j'ai quand même vu des leaders syndicaux parfois défendre des positions, excusez-moi, c'est hyper violent ce que je vais raconter, je comprends que ça peut vous importer, suicidaire. Le revenu des agriculteurs pour une part, le nombre de suicides aujourd'hui chez les agriculteurs, le fait qu'on a fait croire que la poudre de lait pouvait être compétitive avec la Nouvelle-Zélande, que des poulets de 40 jours élevés avec du soja et du maïs brésilien pouvaient être compétitifs avec des poulets brésiliens pour être déportés vers l'Arabie Saoudite. Faire croire à des agriculteurs qu'un blé à 90 quintaux, en concurrence pour l'Algérie et l'Égypte, avec des blés ukrainiens et russes, faire croire que notre betterave peut être concurrentielle pour faire de l'éthanol, nous allons payer tous des impôts pour entretenir l'usine d'éthanol, maintenant il faut entretenir le fonctionnement, vous êtes compétitif alors que Air France achète son éthanol au Brésil. Moi je vais vous dire, je trouve ça quand même singulièrement méchant. Oui, la paysannerie française a été trompée, elle a été trompée, très clairement, il nous faut jouer des coalitions, paysans, environnementalistes, consommateurs, même combat, mais c'est quand même vrai qu'il y a des fois, il y a eu de l'auto-entretien de situations un peu erronées. Je pense que quelqu'un veut réagir quand même. Précision, il n'y a pas d'éthanol dans les avions, c'est du kérosène. Ils vont m'en mettre. Bien, avant que les trois associations organisatrices vous offrent un verre, nous avons le temps, puisqu'il n'est pas encore tout à fait 22 heures, de prendre encore une ou deux questions. Oui, bonsoir. Une question rapide qui est d'actualité par rapport au virus. Vous parlez d'alimentation bio dans les cantines. La question, je me pose politiquement, est-ce qu'un gouvernement prendra le risque de ne pas mettre quelque chose qui sera sanitairement clean, quoi. Ils vont pour éviter tout problème de virus ou voilà. Politiquement, moi je doute un peu quand même de tout ça. Alors peut-être plus que les virus, c'est peut-être des microbes, hein. Salmonellose, listériose et ça, c'est peut-être ça dont vous voulez parler. En tout cas, il est clair que dans le cahier des charges, pendant un bon moment pour la restauration collective, c'était même pas des œufs, c'était des ovoproduits. Alors on a quand même gagné du terrain là-dessus, hein. Mais les associations de parents d'élèves sont quand même parvenues à ce que parfois, notamment quand les restaurations collectives étaient en régie, à ce qu'effectivement on puisse acheter des œufs, hein, et non pas des ovoproduits. Mais oui, au nom
de la qualité sanitaire des aliments, le cahier des charges pour la restauration des cantines était absurde, totalement absurde.